Révolu Droit, c'est un outil qui est très puissant parce que c'est un outil de changement de paradigme. Mais maintenant, l'enjeu immédiat, c'est un enjeu de reconquête territoriale. Les partis ne fonctionnent que sur une bannière idéologique, financée par les gens qui veulent bien les financer. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, en réalité, on a fait monter les incapables pour mieux écraser les gens capables. L'empire dégénère nécessairement dans la bêtise et la corruption. Et là, nous sommes au stade final du développement impérial. Il n'y a pas trop de politique, il n'y a plus de politique. Ce sont que des relais d'influence du pouvoir économique caché. Le cœur nucléaire de la corruption, c'est le système parlementaire. Il faudrait sortir du parlementarisme, par exemple. Bien sûr. On n'est pas dans un problème déjà juridique ni politique, mais psychologique. On est dans la guerre, c'est essentiellement 80% psychologique. C'est la définition de l'art de la guerre. Par nature, ils ont organisé leur irresponsabilité sociale. À partir du moment où vous n'êtes plus capable d'identifier une problématique, vous ne pouvez jamais en sortir. Nous sommes un pays conquis. Il faut reconquérir notre pays. La monnaie numérique de banque centrale ne répond plus à la définition juridique d'une monnaie. Il faut arrêter d'appeler ça monnaie, ce n'est pas de la monnaie. C'est du contrôle social. Il n'y a aucun moyen dans le système actuel de les mettre face aux dégâts qu'ils ont causés. Comment on fait pour éviter le pire ? La seule issue possible, c'est le changement de paradigme, et je le répète, ce changement de paradigme passe par une reconquête du territoire. Tout ce qui a été fait par l'homme peut être défait par l'homme, ne l'oubliez pas. C'est vrai. Il faut détourner les armes de l'adversaire à notre avantage. Absolument. Et en plus, c'est simple. Il faut juste reprendre confiance en nous. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Valérie Bugeaud, qu'on a le plaisir de recevoir à nouveau. Elle était venue au micro de Nexus il y a quelques années. On va parler avec elle de la citoyenneté, de la souveraineté, de comment les Français peuvent récupérer leur pouvoir, bien évidemment. Alors, elle est docteur en droit, analyste de géopolitique du droit, théoricienne du droit. Elle va nous expliquer ce qu'elle a réussi à mettre en œuvre à travers sa plateforme Révolu Droit. Et on va voir comment les Français peuvent récupérer leur pouvoir, le pouvoir que l'oligarchie veut nous empêcher de garder et de récupérer à l'approche de ces municipales, qui est un enjeu majeur. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir, car Nexus est l'un des derniers médias sans publicité et sans subvention disponible en kiosque. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nexus.fr. Voilà, le dernier numéro. C'est grâce à nos lecteurs qu'on peut continuer de vous proposer une information libre et indépendante, et libre de toute censure, bien évidemment, et en accès libre. Et pour ceux qui veulent nous retrouver pour le premier festival Nexus des 27-28 juin prochains au château Grévy, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer vos places. Le lien est dans la description. Vous aurez bientôt accès à toute la programmation. On vous réserve de très belles surprises. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Bugeaud. Bonjour Valérie. Bonjour Marc, merci de me recevoir sur cette belle chaîne de Nexus. Avec plaisir, merci d'être venu jusqu'ici. Voilà, on n'est pas tout proche. On est bien excentré, loin de Paris, mais en tout cas, tu as fait l'effort de venir au studio Nexus pour qu'on puisse parler avec toi des enjeux des prochaines municipales, de comment les Français peuvent éventuellement, parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on va retrouver notre souveraineté, notre citoyenneté, l'accès au pouvoir ? Est-ce que les Français sont, on va dire, dans une impuissance programmée ? Est-ce qu'on a des outils pour sortir de cette impuissance programmée ? Tu as fondé Révolu Droit. On va s'intéresser aussi à cette plateforme. Qu'est-ce que Révolu Droit ? Est-ce que c'est un outil qui peut permettre aux gens de s'émanciper, de découvrir aussi des solutions d'un point de vue juridique ? Et est-ce que le juridique est une porte de sortie aussi dans cette société qui est en train de cloisonner la plupart de nos libertés ? Oui, pour ne pas dire de les faire disparaître définitivement dans les oubliettes de l'histoire. C'est vrai. Oui. Alors, c'est des questions à tiroir, si je peux me permettre. Donc, j'ai envie de dire, oui, Révolu Droit, c'est un outil qui est très puissant parce que c'est un outil de changement de paradigme. Mais maintenant, l'enjeu immédiat, c'est un enjeu de reconquête territoriale. Les Français doivent reconquérir leur pays, doivent reconquérir leur territoire. Et la reconquête, elle passe, à mon avis, dans l'immédiat, par la reconquête des communes.
Donc par les prochaines élections municipales, par exemple. C'est dans quelques mois. C'est un exemple. Ces élections, elles sont un enjeu majeur parce qu'elles permettent justement aux gens de s'investir d'une façon collective dans des enjeux qui sont des vrais enjeux humains, immédiats, qui sont des enjeux de vie quotidienne et qui ne sont pas des enjeux fallacieux et artificiels d'idéologie politique. Et la reconquête du territoire, ça passe justement par le fait de se réapproprier le quotidien, en fait, les problématiques que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, le trottoir qui n'est pas réparé, les éclairages publics qui fonctionnent pas, l'école dont le toit fuit, enfin des choses comme ça, l'EHPAD où il manque du personnel. Ça, ce sont des enjeux de reconquête territoriale pour moi. Et pas que pour moi, pour les Français en général. Parce que faire de la politique, contrairement au conditionnement qui nous a été inculqué par le parlementarisme et les partis politiques, faire de la politique, ce n'est pas faire de l'idéologie. Faire de la politique, c'est se réunir à plusieurs, collectivement, autour d'enjeux, de vrais enjeux de la vie quotidienne qui pourrissent la vie des gens, qui les empêchent de fonctionner normalement dans une société civilisée. Et ça, ce sont des enjeux qui sont des enjeux vraiment politiques. Alors que les idéologies, le parti d'un tel ou un tel, extrême un tel ou extrême un tel, ne sont que des idéologies, ne sont pas des enjeux de vie quotidienne, ne sont pas de véritables enjeux politiques. Mais souvent, c'est vrai qu'on pourrait être tenté, les gens peuvent être tentés de voter encore pour tel ou tel parti parce qu'ils prônent les mêmes choses, c'est-à-dire récupérer le pouvoir, redonner aux citoyens ce pouvoir, voire changer de république. Alors, tout ceci est artificiel et fallacieux, puisque les partis ne fonctionnent que sur une bannière idéologique. Vous défendez l'idéologie de la droite, l'idéologie de la gauche, l'idéologie de l'extrême ceci ou de l'extrême cela. Or, in fine, les partis sont financés par les gens qui veulent bien les financer. Et ceux qui financent, comme Napoléon l'avait extrêmement bien perçu, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Ça, vrai, donc derrière l'idéologie est là de façon artificielle pour casser en fait tous les intérêts qui traversent une société, les coaliser, les réduire en un mouvement idéologique de façon à ce qu'ils puissent être manipulés, influencés en arrière-plan par ceux qui tiennent par la ligne du parti, puisque vous savez que le parti politique, c'est une discipline de vote, et la discipline de vote, c'est donc une organisation hiérarchique du parti, et celui qui tient le parti tient aussi les votes et l'orientation qui restera une orientation idéologique dans une direction ou une autre, tout en cachant toutes les autres tendances du parti qui pourraient se faire jour et qui existent et qu'on entretient artificiellement en disant un jour vous pourrez vous faire entendre, alors que tout le monde sait bien depuis le temps que ça existe que ça ne marchera jamais. Donc il faut casser cette dynamique idéologique pour récupérer le pouvoir politique qui passe par des enjeux quotidiens, de la vie quotidienne qui intéressent les gens dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire dans leur travail, c'est-à-dire quand ils rentrent chez eux, dans leur commune et dans leurs activités professionnelles ou de hobby ou de quoi que ce soit. Alors ça veut dire quoi selon toi ? Ça veut dire que les Français doivent essayer de se présenter sur des listes municipales pour avoir des responsabilités politique ? Alors justement, Révolu Droit est un beau tremplin pour ça, parce que effectivement, ça permet, c'est la structure qui repermettra de faire État, c'est-à-dire de faire une société, un État-nation, une nation, de refaire politique autour de grandes tendances qui sont premièrement récupération du territoire et deuxièmement récupération de la vie professionnelle, de la vie quotidienne autour d'idées d'intérêt professionnel. Donc la reconquête territoriale autour des communes et des élections donc municipales, c'est effectivement un des pilier de Révolu Droit, et c'est aussi un des piliers de la reconquête du phénomène politique par les Français, par les gens qui vivent sur ce territoire et qui souffrent en premier lieu de toute cette dérive mafieuse et cette dérive, disons, totalement hors sol de ce qu'on nous fait croire être la politique. Mais alors, comment concrètement Révolu Droit, là, dans ce cas-là, peut aider les gens qui veulent s'investir dans le champ politique ? Alors,
il y a une réponse qui est immédiate et je l'ai aussi faite sur les réseaux puisque on m'a posé cette question. Donc très concrètement, dans l'immédiat, il y a les élections municipales qui se profilent. Donc la réponse est en trois dimensions. La première réponse, c'est de se présenter sous aucune bannière politique, mais sur des listes indépendantes pour participer donc à la gestion de la commune, soit en tant que maire ou en tant que conseiller municipal. La deuxième chose, c'est de créer des associations de citoyens autour de la commune pour être force de proposition pour l'équipe qui gère la commune, l'équipe de la mairie et du conseil municipal, et aussi force on l'a trop oublié, mais les citoyens sont là pour être non seulement force d'initiative, de proposition, mais également force de contrôle. Oui. Or là, une fois qu'on a voté, les gens oublient qu'ils ont un contrôle citoyen à opérer sur l'équipe, la fine équipe qu'ils ont mis en place. Or, la reconquête territoriale passe justement par le fait que les Français doivent reprendre confiance en eux et savoir que on ne pourra jamais leur retirer le fait d'être force d'initiative et le fait d'être force de contrôle. Donc ils peuvent, pour ceux qui sentent l'envie, se présenter à des élections municipales, mais pour ceux qui n'ont pas envie, ils peuvent récupérer quand même leur contrôle sur leur vie quotidienne en se mettant ensemble, en créant que ce soit formel ou informel, il n'y a pas besoin de créer des associations ou autres. Il y a besoin de se réunir dans un collectif pour dire, voilà, dans ma commune, dans tel quartier, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut à tout prix, on ne peut plus laisser les choses en l'état. Maintenant, vous avez, en tant que maire, un devoir de corriger l'insécurité, le trottoir qui est troué et qui est dangereux, la sortie de métro qui n'est pas entretenue, etc. Donc, je dirais que ça, c'est des enjeux qui sont pris en compte dans Révolu Droit, parce que les collectifs citoyens, c'est un des éléments de la reconquête politique. Mais comment, par exemple, de ces choses quotidiennes qui sont importantes ? Je t'en prie, vas-y. Et la troisième chose, parce que donc il y a se présenter aux élections municipales, créer des collectifs citoyens pour être force d'initiative et de contrôle. Et la troisième chose, c'est profiter aussi de ces municipales pour, au sein de ces collectifs citoyens ou dans lesquels les gens se remettent à discuter entre eux, commencer à créer des groupements d'intérêt, c'est-à-dire à se réunir par typologie d'activité ou de centre d'intérêt pour commencer à élaborer un règlement intérieur, une charte ou une constitution, appelez ça comme vous voulez, autour d'activités et d'activités humaines. Pas seulement des activités industrielles, commerciales ou artisanales, mais aussi des activités au sens de l'enseignement, de la culture, du sport, des facultés, disons, spéculatives sur la place de l'homme dans la société, parce que dans Révolu Droit, je rétablis une dimension qui est une dimension philosophique de l'homme et une dimension spirituelle, une dimension qui n'est pas de l'ordre du temporel, mais qui fait partie inhérente de l'espèce humaine. Les humains se posent tous à un moment ou à un autre la question de savoir qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur place sur cette terre, dans l'univers, dans leur environnement animal, végétal. Je dirais que la place de l'homme avec un grand H, qui concerne également la femme, sur cette terre, et qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, sont des questions qui sont inhérentes à l'espèce humaine. On ne peut pas évacuer ça fait partie de la vie collective et ça doit le redevenir de façon ouverte et organisée et contrôlée. Donc, Révolu Droit, la reconquête territoriale, c'est d'abord les communes et ensuite, dans ce cadre des communes, se mettre à repenser la vie politique autour de la résurrection, si je puis dire, du concept de corporation, mais au sens que l'ancien régime lui donnait, c'est-à-dire des corporations totalement autogérées, parties d'activité que j'étends moi au-delà du commerce et de l'artisanat, qui était le cas des corporations de l'Ancien Régime, c'était limité au commerce et à l'artisanat. Dans le cadre du projet Révolu Droit, j'étends ça à tout type d'activité humaine. Et vous savez qu'avec le développement des nouvelles technologies, de la robotique et de tout ce qui est en train d'émerger actuellement, le travail au sens de travail subordonné tel que nous l'avons connu va disparaître. Et donc, c'est pas parce que ce travail va disparaître que nous sommes condamnés à disparaître. Non, c'est pas vrai.
disparaît. Les activités humaines ne disparaîtront que quand il n'y aura plus d'humains sur cette terre. Donc tant qu'il y aura encore des humains, on aura besoin d'organiser nos activités, notre temps, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on aime faire. Et quand on aime faire des choses, on s'investit pour développer tout un environnement réglementaire autour de cette activité. Justement, comment tu perçois les choses par rapport à ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc., qui viennent prendre le travail, en tout cas qui viennent remplacer beaucoup de tâches humaines et qui pourraient demain, malheureusement, puisque ces technologies ne sont pas open source, les bénéfices qui sont liés... Certaines peuvent l'être, je pense. Comment on fait pour éviter le pire ? Éviter le pire, pour avoir discuté un peu avec Philippe Guillemont, qui a été justement dans le terrain, puisqu'il a lui-même codé, il a lui-même créé des IA. Il a été parmi les gens qui, au départ, ont travaillé dans ce processus-là. En réalité, une IA, c'est un processus numérique, mécanique, qui traite des données, et on ne peut pas traiter de données en trichant. Donc l'IA, paradoxalement, peut se retourner contre ceux qui manipulent à la fois l'information et à la fois le substrat historique sur lequel nous nous développons. Parce qu'elle arrive à un moment, quand les choses ne sont plus logiques, elle arrive elle-même à montrer que ce manque de logique, et elle arrive à mettre finalement de façon... Révéler limite la manipulation. Exactement, révéler la manipulation. Donc, en fait, nous sommes à un moment de l'histoire qui est tout à fait particulier et à la fois passionnant et très, à la fois dangereux et plein d'opportunités. Oui. C'est que nous sommes contraints aujourd'hui de nous réinvestir dans notre vie collective et dans notre vie individuelle. C'est-à-dire que nous allons être contraints par toutes ces nouvelles technologies à reprendre ce que nous avons consciencieusement oublié, parce qu'évidemment le temple du savoir a tout fait pour que ça disparaisse, c'est-à-dire reprendre notre esprit critique et être à nouveau capable d'observer tout notre environnement avec un esprit critique et avec l'idée est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ce n'est pas bon pour moi, est-ce que c'est bon pour ma famille, est-ce que ce n'est pas bon pour ma famille, est-ce que c'est bon pour ma collectivité, est-ce que ce n'est pas bon pour ma collectivité. Autant de réflexes que nous avons perdu par ce conditionnement idéologique de type mafieux qui est lié aux partis politiques, au parlementarisme, le tout chapeauté par une banque centrale indépendante des citoyens, mais certainement pas des financiers. Alors on en reviendra après sur cette histoire de banque centrale, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, la création monétaire. Mais ce conditionnement idéologique, c'est intéressant, ça fait plusieurs fois que tu en parles. D'où il vient ? Comment on en sort ? Parce que finalement, il aboutit à quoi ? À une impuissance programmée. On se croit incompétent, on se croit impuissant, on se croit faible. On se croit, non, on se croit puissant, on se croit compétent et on se croit intelligent, alors qu'on est monté artificiellement au créneau politique par des intérêts qui ne sont pas les intérêts de la population, mais qui sont les intérêts bien compris d'une caste particulière, qui est la caste de ce que j'ai appelé les banquiers commerçants. Donc, en fait, on a artificialisé à la fois la compétence, à la fois l'intelligence, et en même temps en écrasant les vraies compétences et les vraies intelligence et les vrais savoir-faire de tout un chacun. En réalité, on a fait monter des incapables pour mieux écraser les gens capables, parce que c'est le sens de la domination. L'Empire n'a que faire de gens intelligents et de contradicteurs utiles. Donc, l'Empire dégénère nécessairement dans la bêtise et la corruption. Et là, nous sommes au stade final du développement impérial, si je puis dire, avec l'abrutisation généralisée du personnel politique, du personnel intellectuel et du personnel médiatique. Exactement. Ça me fait penser à un livre d'Alain Deneau, un philosophe canadien qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La médiocratie, et comment justement le règne des médiocres au service de cette caste permet d'écraser les gens en dessous. Bien sûr, et je dois dire que même c'est un mode d'emploi. Enfin, il faut comprendre que c'est une méthode. Ce n'est pas un hasard, c'est une méthode de développement impérial. À partir du moment où vous avez une caste qui se développe de façon hégémonique et donc qui supprime tous les contre-pouvoirs, elle ne va pas faire monter des gens capables de la contrer, c'est une évidence. Donc l'abrutissement généralisé
organisée, la falsification de l'histoire, l'empêchement de reprendre contact avec la chronologie des événements et les sources de la connaissance sont des éléments fondateurs de toute volonté impériale. Oui, c'est vrai. Tu penses qu'on nous a vraiment supprimé l'accès aux connaissances les plus importantes ? Il y a eu beaucoup de falsifications historiques. Écoutez, pas seulement dans les médias, mais je pense à l'histoire de la Première Guerre mondiale, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de corruption intérieure dont on n'a jamais parlé et que certains historiens essayent de faire remonter aujourd'hui du marécage dans lequel on les a enfouis. Mais c'est bien difficile dans la mesure où il y a un verrouillage politique et médiatique parce que tout vient de ce que j'ai appelé la domination du fait économique. Le fait économique, ça passe par le contrôle des médias, bien entendu, mais également le contrôle politique. Donc en fait, aujourd'hui, on dit il y a trop de politique, mais c'est une erreur gravissime, c'est une confusion mentale. Il n'y a pas trop de politique, il n'y a plus de politique. Il n'y en a plus. L'État n'existe plus. L'État est au service d'intérêts particuliers. Donc, c'est pas un État au sens où il est chargé d'organiser la vie en commun. C'est un État qui est chargé de relayer les intérêts d'une caste au pouvoir et qui agit de façon hégémonique. Donc, ce n'est pas stricto sensu ni un État, ni de la politique. Ce sont que des relais d'influence du pouvoir économique caché. Pour dégoûter les Français de la politique, justement, mais bien sûr, alors que ça n'en est pas. Mais bien, c'est la raison pour laquelle il est très important de supprimer cette confusion mentale et de rétablir l'ordre, la véracité dans la terminologie. Parce que vous savez, être confus sur la terminologie, ça ajoute au malheur du monde. Pourquoi ? Parce que ça empêche de voir l'entrée du problème et sa sortie. À partir du moment où vous n'êtes plus capable d'identifier une problématique correctement, vous ne pouvez jamais en sortir. Et c'est justement un des enjeux également de la domination, de nous empêcher, de nous mettre dans un marasme qui nous empêche mentalement de se projeter en dehors du cadre. Donc on n'est pas dans un problème déjà juridique ni politique, mais psychologique. On est dans la guerre, dans l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est essentiellement 80% psychologique. Derrière, vous avez des batailles, mais les batailles, elles se préparent par tout un conditionnement psychologique, sociologique, faussement politique. Il faut relire l'art de la guerre. L'art de la guerre explique tout. Nous sommes dominés, nous sommes aujourd'hui conquis, nous sommes un pays nous sommes vaincus, comme dirait un avocat que je connais qui s'appelle Monsieur Sanviti. Il a raison de dire nous sommes un pays conquis, nous sommes vaincus. Donc maintenant, il faut reconquérir notre pays. Et reconquérir notre pays, ça ne se fait pas avec des héros, des têtes qui vont sortir à droite ou à gauche. Ça se fait avec les Français qui se remettent sur leurs deux jambes avec leur colonne vertébrale. Ça se fait avec les Français qui reconquièrent leur quotidien, qui reconquièrent leur territoire et qui reconquièrent leur vie en commun. Et ça passe par effectivement une reconquête municipale, une reconquête collective, c'est-à-dire la capacité à nouveau à se remettre ensemble pour discuter et pour bouter dehors de chez nous, l'imposteur. C'est qui l'imposteur ? L'imposteur, c'est tout ce système économique global, en fait, qui a des émanations dans le système politique, a des émanations dans le système économique, puisqu'elle a créé des entités, des superstructures qui sont, on ne peut même pas dire des entreprises, ce sont des conglomérats économiques, des galaxies économiques anonymes, parce que l'anonymat est le cœur du sujet. Donc c'est là-dessus où j'insiste beaucoup parce que effectivement, quand on parle d'anonymat, qu'est-ce qui devrait venir immédiatement en tête ? C'est les paradis fiscaux sous organisation de trusts anonymes, parce que ça, c'est la source exclusive de tous les problèmes d'hégémonie. Que nous connaissons aujourd'hui. C'est la source exclusive de l'impunité, et l'impunité génère l'hégémonie. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui contrôlent, vous ne savez pas qui ils sont. Ils ont organisé leur anonymat. Et donc, vous ne pouvez jamais les punir. Donc, vous punissez, on vous met en face d'un système
vérolé dans lequel on vous dit si vous n'êtes pas content, vous changez de personnel politique. Mais le personnel politique, il est choisi par eux-mêmes et il est choisi dans les deux directions, c'est-à-dire dans les deux directions idéologiques, celle de droite, celle de gauche. Thèse, antithèse. Thèse, antithèse. Donc on maîtrise la synthèse et le problème, on ne pourra absolument pas passer, je le répète, par l'organisation des partis politiques et par l'infiltration ou le fait de vouloir intégrer un parti politique en pensant que ça changerait tout. Non, le parti politique, c'est le centre, le socle nucléaire de notre asservissement collectif. Donc il faut réinvestir la politique en boutant les partis politiques hors de notre histoire, de notre schéma mental, de façon à bouter l'idéologie et à repartir sur une politique qui concerne les intérêts quotidiens de tout un chacun, des gens qui vivent sur un territoire. Alors, bouter les partis politiques, ça paraît difficile, mais c'est déjà plus facile que de bouter ces banquiers commerçants. Les partis politiques sont au service des banquiers commerçants. Justement, mais comment on peut faire, nous, en tant que citoyens ? À partir du moment... C'est assez simple. À partir du moment où vous récupérez votre contrôle politique, vous récupérez la capacité de contrôler les lois. Et à ce moment-là, vous pouvez réglementer à nouveau l'économie et non pas se laisser réglementer par l'économie, parce que c'est ça l'enjeu. Le droit est un élément majeur et c'est la raison pour laquelle les juristes ont été asservis, ont été relégués au rang d'ouvriers spécialisés du droit, chargés de mettre en œuvre des techniques sans jamais s'occuper des finalités de la règle. Maintenant, ça a été volontairement mis en œuvre. Il y a toute une organisation qui est fondée sur plein d'événements qui se sont succédés dans le temps et qui ont permis d'arriver à cette imposture généralisée. Vous savez, les juristes, avant la Révolution française, les juristes avaient la science de l'organisation des sociétés. Et c'était une véritable science. Et ils fondaient toute cette science. Le départ de tout ça, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est le droit naturel. C'est l'origine de ce qu'on appelait la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, la hiérarchie des normes a été totalement subvertie pour la transformer en hiérarchie formelle qui n'a plus de contact avec aucun contact avec des grands principes qui s'imposeraient à tout le monde. Donc, quand j'ai élaboré Révolu Droit, j'ai élaboré ce changement de paradigme juridique qui est absolument indissociable d'un changement de paradigme politique et d'un changement de paradigme économique et d'un changement de paradigme social. Justement, dans ce paradigme économique, est-ce que tu penses que le centre, le nerf de la guerre, ce serait de se réapproprier la création monétaire ? Ouais, évidemment, mais la création monétaire, parce que tout est parti de l'accaparement de la création monétaire par ces fameux banquiers commerçants. Eh oui. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et là, aujourd'hui, on emprunte à des taux qui ne sont pas justifiés et justifiables, imposés par quelques organismes privés mais ça, américains. Ça date pas de... Mais non, mais américains, ça va bien au-delà, excusez-moi Marc, parce que les Américains sont soumis à la Fed depuis 1913, ont perdu leur indépendance politique. D'ailleurs, l'événement, le fait essentiel auquel on assiste aujourd'hui, c'est à nouveau un combat américain pour récupérer la souveraineté politique. C'est ce qu'on oublie trop souvent de dire. Aujourd'hui, c'est les Américains contre les détenteurs de ceux qui gèrent la monnaie, le dollar. On voit d'ailleurs que Trump contre la Fed. Et on a vu récemment qu'il était en conflit avec le patron de la Fed. Exactement, parce que la Fed, c'est un relais d'influence de ce pouvoir économique caché, de ces banquiers commerçants qui se sont développés en premier lieu par la création du concept de banque centrale, mais qui aujourd'hui contrôlent tout un tas de superstructures supranationales, comme la Banque des règlements internationaux, le FMI, la Banque mondiale. Qui dépendent de la Fed. Non. Au contraire, les gens qui sont à l'origine de la Fed ont aussi créé toute cette... La Fed, c'est une banque centrale fédérale, mais fédérale pas au sens politique du terme, fédérale au sens où c'est la fédération fédérale économique.
comment ces groupes d'individus ont réussi à imposer ça aux États-Unis et comment aujourd'hui un président comme Trump, qui peut se permettre de faire tout ce qu'il veut, ne peut pas imposer sa volonté sur la Fed? Ils ont réussi à imposer ça parce qu'ils ont créé la Banque centrale américaine qui s'appelle la Fed en 1913, qui a été imposée à la suite d'un complot, suite à des réunions sur l'île de Jekyll Island. Oui, voilà, exact. Si je me souviens bien, et qui ont impliqué des banquiers qui étaient à la solde des banquiers britanniques, parce que n'oublions pas que tout cet empire financier apatride vient de l'empire britannique. C'est une émanation de l'empire britannique qui est un empire maritime, qui est un empire développé sur les flux commerciaux. Et d'ailleurs, la définition de cet empire, c'est l'empire des flux, le contrôle des flux, et non pas un contrôle. Les territoires sont utiles, mais ils sont jetables, ils sont interchangeables. Ils se transmettent d'un territoire à un autre de façon... Les flux sont plus importants pour eux que les territoires. C'est l'empire du liquide. Tout est liquide. Tout est fondé sur le contrôle des flux. Et c'est ça qui est très important à comprendre. C'est l'opposé exact du modèle français qui s'était développé au Moyen-Âge et qui a été un temps justement en opposition et en concurrence avec cet empire britannique, mais qui a perdu la guerre d'usure au profit de ces banquiers qui ont réorganisé toutes les règles économiques pour servir leurs propres intérêts bien compris. Ils ont créé des règles qui ont organisé le système économique tel que nous le connaissons aujourd'hui et dont comment dirais-je, le stade ultime consiste à catégorier les territoires du monde entier de façon à affecter une activité économique unique, exclusive, à un territoire, à chacun des territoires. Ils ont séquencé l'activité. C'est le Fordisme. Comme un jeu de plateau. Voilà, c'est ça, c'est le Fordisme. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre toutes nos... C'est délirant. C'est délirant, mais c'est leur projet. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans Les raisons cachées du désordre mondial, tome 1 et 2, que j'ai publié, pour leur montrer qu'ils avaient mis le monde en coupe réglée économique de façon à se répartir les missions, les ressources. Non, pas seulement les ressources, mais aussi les activités. C'est-à-dire que ils affectent les territoires à une activité particulière. Et vous n'avez pas le droit. Donc, c'est une perte de compétences, c'est une perte de diversité, et c'est une perte de liberté, souveraineté, oui. de souveraineté, y compris individuelle, puisque vous n'avez plus, en habitant tel territoire, vous ne serez condamné à avoir une activité liée à ça. Et dans ces activités-là, elles sont toutes cartélisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'indépendance de petits exploitants. Même dans le cadre de cette activité particulière, il n'y a plus le droit d'avoir des petits exploitants. Les petits exploitants sont au service des cartels et des plus gros. Et c'est comme ça qu'on a ces gens-là ont organisé le monde, et c'est comme ça que la France est condamnée à devenir un musée à ciel ouvert. Voilà. Et c'est comme ça que nous perdons notre agriculture, que nous avons déjà perdu notre industrie, que nous perdons notre commerce, notre artisanat, que nous perdons tout, de façon à pouvoir organiser la France en tant que musée pour les touristes. Pour les touristes, voilà. Mais alors, pas pour les Français. Bien sûr que non. Mais là, vous savez, les gens, en fait, nous sommes du bétail. Pour ces gens-là, la vie en commun ne compte pas. La seule chose qui compte, et c'est là où il y a une limite ontologique à leur mode de fonctionnement, c'est que il n'y a pas d'intérêt économique s'il n'y a plus de vie. Donc... ils sont déjà dans une impasse conceptuelle de départ, mais simplement je pense qu'eux-mêmes ne pensaient pas un jour voir la finalisation de leur projet finalement. Et donc la finalisation de leur projet, c'est la mort ou le réveil. Et c'est la raison pour laquelle la reconquête de notre territoire par la population qui vit sur ce territoire est un enjeu majeur de la reconquête politique. Donc c'est d'autant plus important de récupérer la souveraineté monétaire pour récupérer l'indépendance. Oui, mais on va d'abord récupérer l'indépendance de notre territoire pour après imposer la souveraineté monétaire. Alors, on va pas faire l'inverse. Il y a quand même des communes qui ont des monnaies locales. Oui, mais les monnaies locales, elles sont soumises à l'euro, donc elles ne sont pas vraiment indépendantes. Elles sont, vous savez que
La réglementation bancaire était dictée par les banquiers eux-mêmes. Donc, nous sommes à la fois dans le juge et partie. C'est ce que j'expliquais. C'est le rôle précisément des banques centrales. Ça a été justement de mettre la main sur toute cette réglementation. Donc, il n'y a pas d'issue dans le monde actuel. Que vous parliez de monnaie, tout ça ne peut pas prospérer. Voilà, dans le système actuel. Ne peut pas prendre le contrôle du système actuel. Il faut changer le paradigme du système actuel pour que toutes ces initiatives puissent à nouveau avoir une chance de prospérer, de se développer, de se développer de façon autonome. Et non pas avec un fil à la patte relié à toute cette superstructure financière, monétaro-financière, qui est d'ailleurs, je me permets de le dire, en train de s'effondrer. Hein. Il faut quand même être clair là-dessus. Et qui essaie de se renouveler via la guerre, via les et bien entendu, comme complexes militaro-industriels. Exactement, voilà. Et qui essaye de se renouveler aussi par l'élaboration d'une monnaie qui n'en sera plus, la monnaie numérique de banque centrale, qui est du contrôle social et qui n'a plus la définition juridique, qui ne répond plus à la définition juridique d'une monnaie. Parce que la monnaie, sa seule définition juridique pertinente, c'est d'avoir une fongibilité absolue. C'est-à-dire qu'un sou d'un côté égale un sou de l'autre. C'est pas le cas pour une monnaie numérique ? Ah bah absolument pas, parce qu'elles seront les monnaies numériques de banque centrale seront des monnaies qui seront programmables et qui seront individualisables. Donc elles seront la monnaie que vous pourrez utiliser dépendra de votre propre conditionnement de vie personnel. Donc ça ne sera pas la même valeur que la monnaie que votre voisin utilisera, puisque lui encore une fois, l'unité monétaire ne vaudra pas la même chose en fonction des personnes à laquelle elle s'applique. Oui, ça sera une personnalisation et donc un contrôle social de la monnaie en fonction des personnes. On pourra couper. Donc ce n'est plus une monnaie. Déjà, il faut comprendre que tout ça, il faut arrêter d'appeler ça monnaie. Ce n'est pas de la monnaie, c'est du contrôle social. Parce que la monnaie, ça passe par la fongibilité absolue. Il n'y a pas de fongibilité absolue, il n'y a pas de monnaie. C'est exclusivement du contrôle social qui vous permet d'avoir une affectation monétaire en fonction du fait du prince, du fait que vous serez suffisamment docile, vous serez suffisamment serviable vis-à-vis de votre maître. Déjà qu'on voit actuellement qu'il est quasiment impossible de sortir des espèces d'une banque sans justificatif. Bah oui, absolument. Donc, notre argent ne nous appartient pas. Bien sûr, c'est parce que tout ça est en train de s'effondrer qu'ils sont en train de mettre en place des monnaies numériques de banque centrale pour vous garder la main sur ce qui va rester. Bien entendu, on est bien d'accord. C'est eux-mêmes qui ont généré le problème et ils font peser la responsabilité de ce problème sur nous parce que eux sont toujours irresponsables. Ils sont, par nature, ils ont organisé leur irresponsabilité sociale. Que ce soit une irresponsabilité juridique, une irresponsabilité politique ou une irresponsabilité morale. Donc, il n'y a aucun moyen dans le système actuel de toucher, d'attraire ces gens-là, de les mettre face aux dégâts qu'ils ont causés. Donc, la seule issue possible, c'est le changement de paradigme. Et je le répète, ce changement de paradigme passe par une reconquête du territoire. Les Français devraient se sentir en guerre parce que leurs politiciens nous l'a dit déjà déclarés en guerre contre eux, mais les Français doivent comprendre qu'ils doivent reconquérir leur territoire. Et ils ne le reconquériront pas par la force des armes et du feu et du sang, ils le reconquériront de façon pacifique en apprenant, réapprenant, en investissant leur commune, leur vie quotidienne. D'ailleurs, c'est une exception française, le nombre de communes qu'on a en France, qui gêne beaucoup la Commission européenne. Bien sûr. 18 000 communes en France, 36 000 communes d'ailleurs, 18 000 de moins de 500 habitants. Oui, mais justement, la reconquête, elle passe pas précisément par ces petites communes-là qui ont... C'est sûr que c'est pas à Paris qu'on va récupérer le pouvoir. Non, bon. On récupérera d'abord par les petites communes. Donc, il faut que les gens se mobilisent dans les petites communes où, en plus, ils sont plus proches de la gestion de la mairie puisqu'il y a moins de monde. Et donc, il y a plus d'accès. L'accès est plus facile aux
aux gestionnaires politiques. Alors, on a reçu le maire de Ménil-la-Horne il y a quelques semaines, Claude Kaiser, qui est maire de cette commune de moins de 200 habitants et qui nous a expliqué au micro de Nexus comment il a instauré une espèce de RIC citoyen pour les habitants, pour les faire participer à toutes les décisions. Eh ben, c'est formidable. Et il explique aussi un petit peu comment il doit faire preuve de filouterie, parce qu'effectivement, la préfecture peut invalider certaines décisions si jamais elle considère que certaines décisions sont subordonnées à des choix extérieurs. Là où normalement, c'est le maire qui doit décider, et donc la préfecture est derrière. Il ne faut surtout pas montrer que c'est les citoyens qui décident. Mais il a quand même réussi à mettre en place cela, et c'est vrai que c'est un parfait exemple de lorsqu'un maire décide de redonner le pouvoir, on peut faire des choses sur le territoire, et il y a possibilité de mettre en œuvre beaucoup de projets. Et là, il nous donnait un exemple d'un complexe sportif qui avait été décidé par les citoyens, voilà, qui peut paraître anodin, mais qui a permis aux gens de la commune de recréer du lien. Et ça a changé toute la façon dont les habitants vivent maintenant ensemble, puisqu'il n'y avait rien sur cette commune pour qu'ils puissent avoir un terrain qui ressemble toutes les générations. Et c'est d'ailleurs un projet qu'il ne voulait pas faire, mais qui s'est obligé à faire parce que les citoyens avaient décidé collégialement, ont voté pour ça. Et ben, c'est ce qu'il faut que les Français doivent reprendre confiance en eux. Ils sont capables de faire ça, même sans les efforts peut-être très excessifs de cet homme. Les Français, par eux-mêmes, doivent être capables de refaire ça, de refaire société, en rediscutant entre eux, en s'intéressant à leur quotidien immédiat. Qu'est-ce qui fait que leur commune est agréable à vivre, ou qu'est-ce qui fait qu'elle est désagréable à vivre? Qu'est-ce qui fait que on a intérêt à faire tel travaux plutôt que tel autre dans tel ordre? C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont plus immédiats que d'autres, des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il faut hiérarchiser les priorités. Et tout ça, ça demande un peu d'échanger en commun pour savoir, pour être une force d'initiative, encore une fois, vis-à-vis du personnel politique, et aussi une force de contrôle. Parce que il faut aussi regarder ce que les décisions du maire, est-ce qu'elles sont conformes aux intérêts bien compris des citoyens? Est-ce que tout ça, c'est un rôle social très important qu'il faut reconquérir, encore une fois. Je dirais aussi une chose, c'est que pour rebondir sur les préfectures sont évidemment à la solde, au sens propre du terme. C'est l'État, bien sûr. Sont payés par l'État, donc c'est au sens propre du terme, sont à la solde du pouvoir central, qui aujourd'hui est de type mafieux, il faut quand même le préciser. Donc comment faire pour changer les choses? La reconquête territoriale permettra ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2027, il va y avoir des élections présidentielles, et que les élections présidentielles, contrairement à ce que voulait Charles de Gaulle, maintenant, pour se présenter, un candidat doit réunir 500 signatures. Ouais, donc si les maires sont tenus au collet par par les citoyens pour ne pas fournir les signatures à ce personnel politique déplorable et pathétique et pathologique, on repartira sur des bases plus saines. Et vous voyez que le système de contrôle qu'ils ont mis en place peut se retourner contre eux. Mais ça passe par le fait que les Français collectivement, et non pas des têtes connues ou je ne sais quoi, collectivement doivent reprendre le contrôle politique de leur territoire en se réinvestissant dans des questions qui ne sont pas des sujets idéologiques, mais qui sont, une fois de plus, des questions de la vie quotidienne. Parce que la politique, c'est la vie quotidienne. C'est pas l'idéologie qui est totalement artificialisée, et qui est artificielle au début et artificialisée en plus par les partis. Alors, comment reconditionner les Français? Comment se reconditionner à s'investir sur ces questions politiques? Il ne faut pas se reconditionner. Il faut se motiver et croire en soi. Il faut reprendre confiance en soi. Parce que je pense que le problème le plus grave, c'est que les Français ont perdu confiance en eux. On nous a fait perdre confiance en nous. Oui, bien sûr, mais c'est pas inéluctable. Il faut savoir que tout ça a été organisé contre eux. C'est une guerre qui leur est menée. Donc on ne peut pas reconquérir notre souveraineté sans comprendre qu'on nous a mené une guerre et qu'on nous la mène encore. Donc pour relever le gant de ce défi, il faut, je le répète, se réinvestir dans le quotidien, dans la vie quotidienne collective.
C'est le seul moyen que nous aurons pour sortir de cette impasse civilisationnelle qui nous amènera tous à la déchéance totale. Il faut bien comprendre que c'est pas seulement les agriculteurs qui se suicident, c'est aussi les gendarmes, c'est aussi les policiers, c'est aussi les commerçants, c'est aussi... C'est un suicide collectif. Donc, soit nous acceptons de disparaître collectivement, de nous suicider. Dans ces cas-là, il faut l'assumer aussi. Soit nous relevons le gant de la vie. Et le gant de la vie, c'est s'intéresser à notre vie quotidienne. On le voit avec ces histoires de fin de vie, etc., qu'ils essayent de pousser les gens plutôt à aller dans des perspectives morbides et macabres, au lieu de parler de la vie. Bien sûr. Donc, remettons la vie au goût du jour. Il n'y a pas de toute façon, il n'y a aucun débat sans vie. Je veux dire, même il n'y a pas d'intérêt économique sans vie. Donc, oui. je prie instamment les Français de reprendre confiance en eux. Et ils ne sont absolument pas des victimes désignées pour toujours. Ils doivent reprendre confiance en eux et se réinvestir dans ce qui fait la politique, c'est-à-dire leurs problèmes quotidiens, leurs sujets quotidiens, leurs intérêts quotidiens. Est-ce que tu as l'exemple de communes, là j'ai cité Ménil-la-Horgne entre autres, mais de communes qui ont réussi à mettre en œuvre ce genre de choses avec les habitants ? Ah non, moi je ne sais pas parce qu'il y a peut-être des gens qui le font. En tout cas, je les invite tous à le faire. Mais comme je ne centralise absolument pas le sujet Révolu Droit, je ne suis que force d'initiative. Je n'ai pas de retour en fait. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que moi je ne suis pas au courant. Et peut-être que c'est mieux. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce que j'ai pas besoin d'être au courant de tout ce qui se fait de positif. Pour avoir peut-être des retours d'expérience, de voir comment ça se passe. Je pense par exemple qu'il y a des maires qui se battent. Par exemple, le maire de Montfermeil, qui s'appelle Xavier Lemoine, et qui est un homme absolument extraordinaire, à qui je rends hommage, parce que lui se bat pour le bien-être des habitants de sa commune. Mais ça, c'est un exemple comme ça. Il doit y en avoir beaucoup d'autres dont j'ignore tout. Lui, il a fait parler un peu de lui et il a quand même une grosse commune puisque la commune de Montfermeil, c'est pas une petite commune. Donc voilà, mais dans les petites communes, il y a certainement d'autres exemples que le maire que vous me citiez qui essaye aussi de mettre en œuvre ça. Et justement, il faut les motiver à aller dans cette direction-là et à continuer à œuvrer dans cette tendance de réinvestir la vie. Tout simplement la vie. Voilà. La vie avec ses enjeux du quotidien. Le quotidien, ça fait tout. Oui, on pourrait se dire, mais peut-être s'intéresser trop au quotidien, ça nous éloigne aussi des grandes questions fondamentales de la place de la France dans le monde. Pas du tout. La place de la France dans le monde, pour l'instant, elle est en train de disparaître totalement. Donc, c'est pas en blablatant sur la place de la France dans le monde qu'on va lui redonner une identité et une existence. Hein. Oui, non, c'est pas le blabla, c'est les faits. C'est les faits qui font que nous aurons une place dans le monde. C'est quand les Français seront réinvestis en tant que Français et en tant que France, État-nation, que nous retrouverons une place dans le monde. Et on retrouvera cette place en étant réinvestis dans un collectif qui s'appelle une nation, un État. Que j'ai encore une fois, c'est tout le travail que j'ai fait, que j'ai élaboré, et qui n'est pas un travail personnel, qui est juste un travail d'identification des moments qui ont mal tourné dans l'histoire, avec ce qui aurait pu bien tourner, et en adaptant toute cette histoire longue, cette histoire politique longue, avec les conditions actuelles de développement technique, moderne, technologique, de mœurs, de tout ce qu'on veut. Alors justement, quels sont les événements historiques qui peuvent rassembler les Français à nouveau autour d'une identité commune en sortant de l'idéologie, parce qu'effectivement, on veut nous faire correspondre identité avec certains partis politiques pour cloisonner et diviser les gens. Comment faire Tout pour les monter les uns contre les autres. Évidemment, extrême gauche, extrême droite. C'est pas tant de les cloisonner, c'est de créer du dissensus, la polarisation, du conflit social. Tout ce système a créé du conflit social. Le parlementarisme a généré le conflit social. Mais parce que quand vous êtes occupé à vous taper sur la gueule, vous ne vous occupez pas de ceux qui vous contrôlent. Vous voyez, c'est très simple, diviser pour mieux régner. Donc c'est quand même très basique. Hein, qu'est-ce qui peut nous rassembler, nous tous ? Quels sont les points communs qui peuvent nous faire redevenir une nation, un peuple ? C'est très simple, c'est les corporations que j'ai réélaborées dans le sens de ce que je propose dans Révolu Droit. C'est-à-dire pas seulement
pas seulement le commerce et l'artisanat, mais aussi les corporations sur 3 grands modèles. Modèle commercial, modèle non civique, non commercial, c'est-à-dire tout ce qui est enseignement, élévation pas spirituelle, mais élévation artistique ou sportive, enfin la connaissance de soi. Et puis le dernier grand champ d'activité humaine, c'est toutes les activités spéculatives, spirituelles, philosophiques, morales. Voilà, tout ça doit être réélaboré dans le cadre d'une nation. Et là, nous nous intéressons aux vraies choses. Et là, on pourra avoir un gouvernement qui gère les biens communs, la gestion des biens communs, c'est-à-dire sans aller s'occuper du nombre de litres d'eau qui ont été dans les chaumières ou du nombre de toutes les dérives fiscales totalitaires que nous connaissons aujourd'hui, mais qui ne s'intéressera que à gérer et à répartir de façon utile sur tout le territoire pour que tout le monde puisse en bénéficier des choses qui sont indispensables à la vie collective. Effectivement, l'air non pollué, un sol non pollué, des infrastructures routières, des infrastructures aéroportuaires. Tout ça, ça fait partie des biens communs qu'il faut gérer. La monnaie, les forces de l'ordre, parce qu'il y a besoin aussi d'établir une pacification de nos territoires. Et puis, un chef d'État qui est un représentant, en fait, qui est un arbitre de tous les intérêts divergents, de façon à garder les équilibres, qu'il n'y ait pas, encore une fois, un intérêt particulier qui l'emporte sur tous les autres, et puis qu'il soit le représentant au titre de l'État vis-à-vis des pays étrangers. Donc on est dans une méritocratie élective qui va faire un changement, qui opérera un changement de paradigme absolument radical. Donc radical, ça veut dire on change de constitution, on change de régime politique. Il n'y a pas de constitution. La constitution a été... Alors là, j'insiste beaucoup parce que... il y a une confusion. Quand on parle de constitution, il y a une confusion entre le concept de texte fondateur d'un côté et le terme constitution de l'autre. Nous avons vécu des centaines et des milliers d'années sans constitution. La constitution est arrivée sur le territoire français au moment de la Révolution pour imposer le parlementarisme qui est un régime artificiel. Les régimes politiques spontanés, naturellement développés au cours de l'histoire, n'ont pas eu besoin de constitution puisqu'ils étaient des organisations spontanées qui fonctionnaient très bien. La Constitution n'a eu pour objet que d'imposer ce régime artificiel du parlementarisme fondé sur les partis politiques, sur une fausse séparation des pouvoirs, etc. Donc, quand je réfute le terme de Constitution, ce n'est pas pour réfuter l'importance de textes fondateurs, et en particulier dans la création des groupements d'intérêt, donc des corporations sur le modèle de l'Ancien Régime. Vous pouvez appeler ce texte fondateur, je l'ai appelé règlement intérieur, mais vous pouvez l'appeler Constitution, vous pouvez l'appeler charte. Le terme n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que la terminologie de Constitution est source de très grande confusion mentale. Et la confusion est à l'origine de tous nos problèmes. Donc, mais ça peut être un document qui nous protège comme le pense par exemple Étienne Chouard, qui va essayer... vous trouvez qu'elle nous protège, la Constitution? Non, si on la retravaillait, nous en tant que citoyens, pas qu'elle soit imposée par le haut. On ne peut pas organiser un État sur le modèle de quelque chose d'artificiel et sans que ça pose problème à un moment ou à un autre. La Constitution, elle n'a pas à régir, et la Constitution n'a de raison d'être que sur l'existence d'un régime parlementaire. Or, le problème, l'existence du régime parlementaire, et encore une fois, historiquement, allez voir comment ça s'est passé. Il n'y avait pas de Constitution avant l'imposition du parlementarisme. La Constitution et le parlementarisme sont intimement liés. Pourquoi ? Parce que on a eu besoin d'un texte artificiel pour chapeauter une organisation artificielle. Voilà, donc je vous en prie, supprimons sortons de ce conditionnement artificiel. Qu'est-ce qui pourrait protéger les citoyens ? Est-ce que ce qui va protéger les citoyens, je vais vous le dire tout de suite, c'est déjà de reprendre le contrôle de la réglementation qui s'applique à leur métier, de leur territoire, et de reprendre le contrôle d'un État qui soit fondé sur le droit naturel. Ça va protéger les citoyens, parce que le droit naturel, ce sont des concepts qui imposent
qui sont des cadres normatifs pas seulement formels, mais sur le sens profond des choses, et qui sont indépassables, desquels le droit élaboré, ce qu'on appelle le droit positif, ne peut pas s'émanciper. Bon, aujourd'hui, comme nous avons biaisé le droit naturel, en fait, le droit positif s'émancipe de tout grand principe. Donc, ce qui va protéger les citoyens, c'est de retrouver des grands principes de droit naturel. Ça va les protéger sérieusement. Donc, pas besoin de mettre de garde-fou dans un document qu'on appelle constitution ou autre chose. Un document ne vaut que par l'utilité que vous en avez. Mais si on le mettait au-dessus de tout, par exemple, pour éviter qu'il y ait un dictateur qui prenne le pouvoir. Mais c'est de l'incantation, ça. C'est de l'incantation. Ce qu'il faut, c'est rétablir un équilibre des pouvoirs, rétablir un rapport de force qui soit équilibré. C'est-à-dire que tous les intérêts qui traversent une société soient politiquement représentés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien entendu, les seuls véritables intérêts représentés par le biais du lobbying, c'est les intérêts financiers supérieurs. Voilà, et ça, j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, on en parle, ça se voit, mais c'était déjà le cas avant. Quand le personnel politique était moins bête, il arrivait à cacher ça, mais toutes les républiques ont été clairsemées de scandales politiques, de corruption, de phénomènes de corruption. Troisième République, quatrième, n'en parlons pas, cinquième aussi, parce que c'est inhérent, la corruption, le cœur nucléaire de la corruption, c'est le système parlementaire, voilà, qui induit un système d'hégémonie au profit de ceux qui financent les partis politiques. Et ça, c'est incontournable. Et là, ce qui est aussi incontournable, c'est de comprendre que la Constitution est née avec ce régime artificiel. Il faudrait sortir du parlementarisme, par exemple Bien sûr, sortir du Parlement, mais on n'aurait pas besoin de ce... D'ailleurs, si je peux me permettre une petite incise historique, Marc, pourquoi est-ce qu'au moment de la Révolution française, avons-nous gardé le terme de Parlement en France, alors que le Parlement, l'idée qu'on avait du Parlement anciennement, c'était tout à fait autre chose. Donc on a gardé un terme pour le sortir, pour le vider de sa substance, lui donner une autre... Donc c'est toujours ce système de confusion mentale organisée. Voilà. Donc non, le Parlement, nous on savait ce que c'était dans l'Ancien Régime, c'était des cours de justice. Il fonctionnait pas, c'était des cours de justice, c'était des juridictions. C'était pas du tout leur truc représentatif que nous connaissons aujourd'hui, fondé sur des partis politiques. Donc il faut sortir de la confusion. Encore une fois, j'insiste beaucoup, le plus important c'est de sortir de la confusion mentale pour comprendre bien les enjeux de cette expropriation territoriale dont les Français ont été victimes et qui passe de façon éminente par cette organisation politique autour du parlementarisme, de partis politiques, d'une fausse séparation des pouvoirs qui n'a jamais existé et d'une constitution qui chapeaute le tout pour imposer ce régime artificiel. Le régime qui n'est pas artificiel, c'est le régime fondé sur les corporations qui étaient, on peut appeler ça s'appelait aussi des guildes, mais qui étaient autogérées, c'est-à-dire des activités humaines qui étaient gérées par leurs membres, autogérées en totalité. Et du début de l'entrée du membre dans la corporation jusqu'à sa sortie, la corporation s'occupait des activités sociales, de la prise en charge sociale, de tous les problèmes de la vie quotidienne qu'on peut rencontrer dans l'activité que nous organisons. On peut tomber malade, on peut, je ne sais pas, il faut organiser la succession, il faut organiser la permanence du savoir, il faut organiser la gestion des conflits, parce que dès que vous mettez 10 personnes ou 2 personnes ensemble, il y aura forcément des conflits, ça fait partie de la vie. Le conflit n'est pas... on ne peut pas s'émanciper du conflit, parce que sinon on s'émancipe de la vie. Mais il faut apprendre à le gérer, et le gérer dans des conditions qui soient gérables pour le groupe. Voilà. Donc tout ça, nous devons le réapprendre. Et on ne pourra pas le réapprendre en restant dans le conditionnement politique qui nous est imposé aujourd'hui. Alors là, par exemple,
On a ces échéances-là d'ici 2 mois pour les municipales. Qu'est-ce que concrètement, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent se mettre en mouvement, s'investir, qu'est-ce que les Français peuvent faire ? Eh ben, les Français, ils peuvent faire ce que j'ai écrit sur mes réseaux et que je vous ai dit que j'ai essayé d'expliquer en début d'émission, c'est-à-dire se créer en collectif citoyen, enfin se regrouper avec des gens autour d'eux dans la commune, avec qui ils ont des atomes crochus ou tout simplement parce qu'ils sont proches, ils ont une proximité géographique, pour soit se présenter comme une liste indépendante aux élections, pour ceux qui sont intéressés à ça, et il doit y avoir des gens intéressés à ça, et pour ceux qui ne sont pas intéressés à ça, à se constituer comme collectif de force de proposition du maire qui sera élu, enfin, du conseil municipal qui sortira de ces élections, force de proposition et force de contrôle. Et dans ce cadre-là, le maire et le conseil municipal ne sont pas laissés à eux-mêmes, ne sont pas satellisés comme des détenteurs d'un pouvoir, mais ils sont les représentants des citoyens qui les ont élus. Et en tant que représentants, ils ne peuvent pas tout se permettre, ils redeviennent responsables. Et c'est cette responsabilité que le collectif citoyen doit faire sentir au personnel politique qui l'élit. Et c'est comme ça que la reconquête se fera. Et une fois que ces collectifs commenceront à vivre, eh bien, je les invite sérieusement à commencer à créer des groupements d'intérêt par type d'activité. Et c'est comme ça que la reconquête se terminera. Voilà. D'ailleurs, je rappelle, il y a beaucoup de communes dont les maires sont démissionnaires et pour lesquelles il n'y a pas de candidat. Et qui risquent de tomber sous le giron préfectoral et d'être fusionnés avec d'autres communes. Voilà, et ça, évidemment, c'est un des enjeux du pouvoir totalitaire dans lequel nous sommes en train de nous enliser radicalement. Mais les Français doivent, encore une fois, reprendre confiance. Ils doivent s'opposer à ça, ces projets-là. C'est pas inéluctable. Nous ne sommes pas des gastéropodes. Nous sommes des vertébrés avec une colonne vertébrale, des jambes debout. Oui, mais depuis l'école, on nous apprend à se sentir incompétent et impuissance. Bien entendu, mais c'est pas parce qu'on nous apprend qu'on doit obéir. Oui. Voilà, la capacité à vivre doit l'emporter sur la capacité à obéir et à mourir. On l'a vu pendant le Covid, en tout cas, qu'il y a ceux qui obéissent, ceux qui ne veulent pas obéir par nature. Effectivement, mais moi, d'un point de vue vraiment personnel, j'ai quand même observé que malgré tout, même s'il y a une minorité qui s'est mise en action, il y a quand même une minorité de gens qui s'est réveillée qui n'étaient pas réveillés avant. Le Covid a été un accélérateur de particules très important, un genre de CERN, pour faire comprendre aux gens que effectivement nous avons un personnel politique qui est en guerre contre nous. Et ça, c'est un élément fondamental qu'il faut mettre à l'actif du Covid. C'est vrai, on sous-estime le côté positif de cette crise sanitaire qui a été terrible, totalitaire et qui a détruit beaucoup de gens, mais qui a aussi été un accélérateur, comme tu dis. Et on l'a constaté à Nexus parce que c'est des questions sur lesquelles on était nous depuis longtemps, mais on se sentait bien seul. Ah bah moi j'ai connu la même chose, bien sûr. Les sujets que j'abordais, je me sentais bien seule et le Covid tout d'un coup a donné une espèce de visibilité publique parce que les gens étaient demandeurs. Oui, on voit maintenant la multiplication. Moi, j'ai passé 10 ans dans l'anonymat absolu. Ça n'intéressait qu'une minorité. Tu étais déjà sur ces questions-là. Ah bah moi, j'ai commencé à travailler sur tout ça en 1995. Je ne suis pas un champignon covidique né après la pluie covidique. Non. Qu'est-ce qui t'a fait le travail que j'ai fait, c'est un travail sérieux, qui est un travail qui a été élaboré au fur et à mesure du temps. Et quels événements déclencheurs ont permis à ce que... Ça a été le travail de thèse. Ça m'a permis de travailler sur l'entreprise, de comprendre les enjeux politiques, les enjeux de rapport de force, de comprendre que l'entreprise, c'était un nœud de rapport de force et que ce rapport de force avait été perdu. Et qu'il a été perdu pourquoi ? Parce que nous avons renoncé au concept de participation. Et que effectivement, si les sociologues connaissent la participation, les juristes, et en particulier ceux qui font du droit des affaires, n'ont jamais entendu parler de ce concept. Et ce n'est pas un hasard. Si De Gaulle est tombé en 69,
2019, c'est parce qu'il a voulu réinstaurer la participation. Si la participation avait été élaborée, nous n'aurions pas pu avoir cette hégémonie que nous connaissons. Qu'est-ce que ça aurait changé? Comment concrètement ça aurait changé? Ça aurait changé que, en réalité, quand vous instaurez la participation, vous changez le rapport de force économique. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement les détenteurs de capitaux qui prennent les décisions, mais aussi ceux qui apportent leur force de travail dans l'entreprise. Ah, donc ça aurait du poids dans le capital. Mais c'est pas simplement la répartition des fruits du travail qu'on nous a imposé. Aujourd'hui, quand vous parlez de participation, dans l'esprit des gens, c'est ce qui est sorti ce qu'on connaît dans le droit positif, c'est-à-dire on répartit un peu les fruits de l'entreprise, c'est-à-dire les bénéfices, on en donne un peu aux salariés. Mais c'est quand pas il y en ça. a, enfin quand ils veulent. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Vous faites bien de le dire parce qu'il y a beaucoup d'évasion entre-temps. Mais bon, indépendamment de ça, la participation, c'est une escroquerie de présenter la participation comme ça. La participation, c'est une codécision, c'est un investissement politique, encore une fois, des individus qui apportent leur force de travail dans leur outil de travail. Et ça change tout parce que c'est de la codécision. Et la codécision génère le fait que nous ne pouvons pas, que les puissances financières ne peuvent pas, si vous voulez, prendre toutes les décisions pour tout le monde. Est-ce que c'est proche de ce qu'est une coopérative finalement? Non, ça va au-delà, hein, parce que la coopérative, elle s'est développée en opposition au capitalisme, au capitalisme prédateur, qui étaient les sociétés commerciales. Donc non, là, c'est une homogénéisation du phénomène économique en réintégrant, encore une fois, dans le phénomène économique, les gens qui y participent. C'est exactement le même problème que les communes. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivée à ce problème politique général, en fait. Par le problème dans l'entreprise, finalement. L'appréhension du rapport de force au sein de l'entreprise. Qui, finalement, se duplique dans toutes les strates de la société. Exactement. Parce que c'est comme ça que l'hégémonie s'est développée. Par l'emprise économique. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que les personnes morales ont plus de droits que les personnes physiques dans ce pays. Hein. Oui. On ne peut pas mettre une personne morale en prison. Elle ne paye pas la TVA. La personne morale, ça n'existe pas, c'est fictif. Alors que la personne physique, elle existe vraiment. La personne morale, vous ne pouvez pas mettre un nuage en prison. Enfin, je veux dire, on pourrait interdire à une entreprise d'exercer une activité si elle était condamnée pendant X années. D'autant plus serait vrai. Sa mort assurée. Mais ce que vous dites est encore beaucoup plus vrai dans le cadre de cette organisation généralisée de l'anonymat, de ceux qui contrôlent vraiment ces entreprises économiques, ces sociétés. Parce que une chose est de parler de la petite société du coin, et puis une deuxième chose est de parler de ces gros conglomérats qui organisent et qui captent l'activité à leur profit en instrumentalisant les petits en faisant des sous-traitants. C'est ça. Donc il y aurait beaucoup à dire. Moi j'ai passé 10 ans de travail dessus, c'est comme ça que tous mes travaux ont commencé et c'est comme ça que j'en suis venue à l'organisation institutionnelle de la politique et de l'État. Donc ce sont des enjeux qui sont des enjeux majeurs, je le répète, qui ne sont pas des enjeux secondaires, qui sont des enjeux primaires, puisqu'on a, par le biais de l'entreprise, on a exclu les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur outil de travail. Donc on les a expropriés comme on exproprie finalement les habitants de la commune. Et on les a infantilisés en les mettant sous la coupe des syndicats qui étaient censés les représenter. Bien entre sûr, guillemets. les syndicats, on sait bien qu'ils sont là justement pour orienter. Ah oui, mais c'est comme l'idéologie des partis politiques. Oui, on en revient à la même structure. Voilà, vous contrôlez la thèse et l'antithèse. Donc c'est comme ça que vous devenez hégémonique. C'est comme ça que l'art de la guerre se gagne. Encore une fois, c'est comme ça que les guerres se gagnent. C'est la définition de l'art de la guerre. C'est très intéressant et on voit effectivement qu'à chaque fois, c'est le même problème, c'est-à-dire on prive les gens de leur pouvoir pour le déléguer à quelqu'un, un groupe d'individus, un syndicat, un parti politique. Ça se fait sournoisement. Les gens au départ n'ont pas compris qu'on les dépossédait. En fait, on les dépossède. Ouais, mais aujourd'hui, ils constatent qu'ils sont dépossédés de partout. Donc, puisqu'ils le constatent, c'est à eux de se remettre en marche pour se réapproprier. Encore une fois, j'insiste beaucoup, la vie politique, c'est les problèmes du quotidien. Ce ne sont pas des idéologies. Oui. Voilà. Et les problèmes du quotidien, eh bien, ils appartiennent à tout le monde. Et tout le monde doit être capable de se réinvestir dans la gestion de ces sujets-là. Voilà.
Et reposséder aussi tout Et ça. s'investir là-dedans, ça veut dire vivre. Mais Ça veut dire tout simplement accepter de vivre. Et je dirais aussi, malheureusement, c'est accepter de donner du temps à tout ça. Ce qu'on avait délégué à vous donnez toujours d'autres. du temps à quelque chose. À quoi donnez-vous votre temps dans la vie? Vous donnez du temps quand vous avez des enfants, vous leur donnez du temps. Et il faut bien le faire. Et ça Mais ceux qui vous diront, ça ne vous pénalise pas. Au contraire, c'est même une satisfaction qu'on peut avoir de donner du temps pour des choses qui sont utiles et dans lesquelles finalement on a après des bénéfices. Si vous vous investissez, vous donnez du temps pour que votre commune fonctionne bien, vous serez les premiers bénéficiaires puisque vous ne serez pas menacé de vous casser la jambe ou le col du fémur en sortant de chez vous, en tombant dans un trou parce que le trottoir est délabré ou enfin vous voyez vous ne vous ferez plus agresser parce qu'il y aura des éclairages publics dignes de ce nom. Enfin non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un enchaînement de choses. Le temps que vous donnez, vous êtes le premier bénéficiaire du temps que vous donnez pour élaborer votre mode de vie, vos conditions de vie en fait. Donc il faut absolument sortir de cette atmosphère morbide et réinvestir la vie tout simplement. Donner du temps. La vie est faite de temps et ce temps, il faut l'utiliser pour la vie. Voilà. C'est vrai. Faut se donner, en tout cas, faut s'en donner les moyens. Voilà, on ne récupérera pas le pouvoir par un sauveur ou par un miracle. Certainement pas en attendant que ce soit les autres qui agissent plutôt que nous. Donc ce ne sont ni des sauveurs ni le voisin qui peut agir, c'est nous-mêmes à chaque instant de notre existence sur les données sur lesquelles on a accès. Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se mettre en mouvement. Il faut diffuser cette interview et mobiliser les gens, leur redonner. Moi, franchement, je finirai, je vais clore, puisque le temps arrive à échéance, justement, de l'émission. Je demande vraiment aux Français de reprendre confiance en eux. Ils ne sont pas démunis. Il faut juste qu'ils se mettent en tête que la politique, c'est les problématiques du quotidien. Dans leur métier, dans leur vie, dans leur commune, dans leur vie de famille, dans tout. Donc, donner du temps à ça, ce n'est pas perdre du temps, c'est le gagner au contraire. C'est vrai, on a l'impression de perdre du temps dans ces choses-là et finalement, au bout du compte, c'est toujours nous qui sommes en action, perdus. C'est nous qui nous perdons. Et on se perd à ne pas perdre ce temps, alors que finalement, à la fin, on y gagnerait. Bien sûr. Et comme dans tous les sujets, d'ailleurs, c'est comme ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner, ils finissent par manger n'importe quoi, ça nuit à leur santé, et puis ils vont perdre du temps pour se soigner, alors qu'ils auraient dû perdre ce temps à cuisiner. Absolument. Donc, cuisinons un peu de politique pour rester en bonne santé. La responsabilité de nos agriculteurs, là, il faut les soutenir, nos agriculteurs, parce qu'ils en ont besoin, ils sont en train de mourir. Voilà. C'est vrai. Là, c'est un bon cas concret où justement, dans toutes les communes, là, les communes rurales, les habitants doivent se mobiliser pour, en particulier, justement, un des enjeux là, ça sera de défendre leur territoire agricole. Et pour éviter qu'ils tombent, encore une fois, dans les mains de ces conglomérats. Bien sûr, c'est l'objet. Et tout a été organisé pour que ça se passe comme ça. Oui. Mais tout ce qui a été fait par l'homme peut être défait par l'homme, ne l'oubliez pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est un beau rappel aussi de notre capacité à nous tous de se réapproprier un certain pouvoir pour sortir de cette impuissance. Donc merci infiniment Valérie. Est-ce qu'on peut retrouver du coup déjà le site Révolu Droit, si on peut le citer, c'est sur quelle adresse? Moi premièrement j'inviterai les gens à acquérir mon dernier ouvrage. Non pas parce que ça m'enrichira, parce que vous savez que les auteurs ne gagnent rien en vendant des livres. Il reste plus grand-chose pour l'auteur après que 10%, la maison d'édition. Je dis pas ça pour m'enrichir, je dis ça parce que j'ai élaboré le mode d'emploi de la création d'un règlement intérieur, ou appelez ça charte ou constitution, des groupements d'intérêt. Et ça c'est un guide qui aide pas à pas les gens qui seront motivés à le faire pour créer les conditions de leur renouveau économique, de leur vie, de leur activité. Comment s'intitule l'ouvrage ? Eh bien, ça s'appelle « La véritable alternative au Great Reset ».
le renouveau de l'État avec Révolu Droit. Donc, c'est la Bon véritable alternative au Great Reset. C'est aux éditions Sigest. C'est un livre qui est paru en 2024. Mais sinon, pour s'intéresser de plus près à Révolu Droit, effectivement, j'ai un site dédié du même nom. Donc révoludroit.fr. Si vous voulez retrouver certaines analyses que je fais régulièrement, et notamment le dernier article que j'ai fait sur du bon usage de l'intelligence artificielle, vous pouvez le retrouver sur mon site valériebugot.fr. Très très bon sujet aussi ça, pour utiliser ces outils à bon escient. Et bien justement, ces outils peuvent être un puissant effet de levier pour la reconquête de notre quotidien. Il faut détourner les armes de l'adversaire à notre avantage. Absolument. Et c'est simple. En plus, c'est simple. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste reprendre confiance en nous. Nous devons tous reprendre confiance en nous. On a un rôle à jouer. On est sur cette terre pour faire des choses utiles et bien et constructives et belles et positive. Et puis on n'est pas là pour détruire. Et puis en France, on a la chance d'être dans un pays où on sait tout faire. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été défaites. Voilà, on a beaucoup perdu. Justement, il faut arrêter cette fuite. Mais on est en mesure de reprendre très très vite quand même notre savoir-faire. Oui, c'est pour ça qu'il faut reprendre confiance en nous. C'est vraiment le plus important, c'est que les Français reprennent confiance en eux. Eh ben, très beau message de fin. Merci infiniment Valérie Bugot d'être venue jusqu'au micro de Nexus. Évidemment, donc allez sur révoludroit.fr, procurez-vous le dernier ouvrage aussi. Et investissez-vous dans les élections municipales. Ça arrive. C'est le première chose à faire. Eh oui, intéressez-vous. Et si votre commune n'a pas de candidat et votre maire est démissionnaire, profitez de ce boulevard pour y aller, évidemment, et essayer de sortir de cette impuissance. Alors, parce qu'on en est tous capables, évidemment. Dépêchez-vous, parce que je crois qu'ils se sont arrangés pour que les listes puissent être forecloses le 7 février. Ouais, donc, j'invite les gens à se dépêcher pour déposer des listes. Voilà. Et ben, le message est passé. Non politique, des listes apartisanes. Là, au moins, on peut garantir une totale indépendance. C'est ça. C'est important, évidemment. D'ailleurs, c'est aussi ce qui nous anime à Nexus. Et c'est pourquoi, évidemment, voilà, le média Nexus est toujours sans publicité, sans subvention, sans milliardaire. Il reste libre. Donc, retrouvez-nous aussi en kiosque si vous voulez nous soutenir. Et le lien de la billetterie, si vous voulez nous retrouver pour le festival, d'ailleurs, de l'indépendance. Et on espère qu'on t'y retrouvera, Valérie, pour parler de ces sujets-là. Autour de toutes ces questions très importantes. On ne sait pas ce qui se sera passé après les municipales, mais j'espère qu'on aura de belles surprises. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous tous qui nous avez suivis et on vous retrouve très bientôt sur la chaîne Nexus. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.